Alors Bernard de Montréal, je vais me faire l'écho du public. Pendant la pause, J'ai fait un petit sondage qui apporte bien des commentaires. D'une façon générale, les gens trouvent que cette première partie sur l'avenir du Québec, je le cite, a ajusté bien des affaires. On voit l'indépendance, l'autonomie du Québec, d'un autre œil, le troisième, le vôtre. Je veux dire qu'il y a beaucoup d'indépendantistes farouches dans la salle, de péquistes convaincus, etc. Et qui, suite à cette entrevue, ont découvert un nouveau monde et un nouvel espoir aussi. Alors en conclusion, les gens aimeraient avoir une suite à cette première partie. Et en résumé, on nous dit ceci. On n'a pas le nombre au Québec, mais on a l'esprit. Donc d'après vous, si ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Est-ce que ça doit passer donc nécessairement par un processus microsocial? Comment est-ce qu'on passe du processus microsocial à l'empire humain? Est-ce que Montréal devient la capitale de cet empire humain, puisque Montréal, c'est spécial spatial, paraît-il? S'il y a un mouvement embryonnaire, donc un processus microsocial, une fécondation de cet embryon, est-ce que cette fécondation est reliée à des événements de fin de cycle? Est-ce que ce sont les événements, les circonstances qui déterminent cet embryon microsocial de ce futur empire humain? Il y a beaucoup de questions dans votre question. Demandez-moi une question à la fois. Je vais les développer pour qu'elles se rencontrent. Bien. On tient essentiellement à ce que vous reveniez sur le processus microsocial implanté au Québec, derrière lequel semble-t-il vous êtes à l'œuvre. On a déjà abordé ce processus microsocial et vous nous aviez dit dans ce temps-là, occupez-vous donc de vos affaires, commencez par faire la microsociété dans votre famille, en tant que couple. Vous nous aviez dit à cette époque-là que le couple était l'embryon de la microsociété. Il s'est passé des mois, depuis, on a réglé nos affaires de couple, on revient à la charge pour connaître l'étape suivante. Bon, si on parle du microsocial, on ne peut pas approcher des données qui sont évolutives. Et quand je dis des données évolutives, je dis des données qui regardent l'évolution de l'humanité sur une base de siècles, en fonction d'une vision périscopique que nous avons aujourd'hui de nous-mêmes ou de nos structures. Donc le microsocial dont je parle sur une base embryonnaire, il fait partie où il sera le produit de l'injection dans le mental humain de données, autrement dit, de sciences, à différents niveaux. Sciences qui seront, dans leur origine, non pas des sciences pensées, non pas des sciences faisant partie de l'intelligence civilisée, mais de sciences faisant partie de l'intelligence créative. Donc, le cerveau humain, le cerveau de l'homme en évolution, vivra en étroite relation avec une énergie créative faisant partie de l'évolution du système de vie sur le plan matériel. Et les hommes ne peuvent pas forcer ceci. Ce ne sera pas le produit d'une recherche personnelle. Ce sera le produit de la descente sur le globe, de ce qu'Aurobindo appelait la pensée supramentale,
qui donnera naissance à la conscience supramentale, qui donnera naissance à la capacité à l'homme d'intégrer cette énergie avec ses principes. Ce qui sortira de ceci sur le plan humain, matériel, dans ses débuts, ce sera micro-social. Avec l'évolution de cette puissance créative qui fait partie de la fusion de l'homme avec la lumière, cette puissance créative donnera à l'embryon microsocial une plus grande dimensionnalité, une plus grande capacité de rentrer dans des domaines de vie qui aujourd'hui appartiennent au pouvoir de l'involution. Bon, je vous donne un exemple. Admettons par exemple que dans le temps, ce n'est pas le temps, mais admettons dans le temps que des hommes puissent passer à volonté du plan matériel au plan éthérique. Ceci permettra à ces hommes automatiquement d'avoir accès à un monde parallèle où la science est instantanée, parfaitement compréhensible, parfaitement comprise. Ces hommes pourront revenir sur le plan matériel et apporter cette science et l'injecter dans les systèmes qui existent aujourd'hui. Donc, à partir du moment où ceci se fait, où ceci s'actualise, la science que nous connaissons aujourd'hui vit une transmutation. Je vous donne un exemple. Regardons le phénomène de la maladie chez l'homme. La maladie chez l'être humain est le produit ou le résultat de la détérioration des principes subtils en relation avec le principe matériel. Donc, le phénomène de la maladie est une désorganisation des énergies chez l'homme, que vous considériez ces énergies-là sur un plan purement atomique, purement moléculaire, purement organique. Ça, c'est sans aucune importance. Ça fait partie de l'évolution de l'énergie. Donc, à partir du moment où l'homme pourra amener sur le plan matériel, construire, à partir d'une science créative, un instrument qui, au lieu de faire l'analyse de la maladie, corrigera les aberrations énergétiques de ses centres, corrigera les aberrations magnétiques et vitales de ses organes, l'homme sera instantanément guéri, que ce soit le cancer ou n'importe quelle maladie qui dans ce temps-là pourra exister ou qui existe aujourd'hui. Parce que cette science fait partie des mondes parallèles. C'est une science pure, c'est une science qui n'a pas de relation avec la façon dont l'homme conçoit la matière aujourd'hui. Les physicists commencent à entrevoir qu'il y a au-delà de l'atome d'autres dimensions, d'autres aspects, ainsi de suite. Donc, ceci éventuellement sera fusionné. Autrement dit, deux temps entreront, se superimposeront l'un dans l'autre, et automatiquement, la conscience créative de l'homme sera celle qui remplacera la conscience civilisée. Donc, l'intelligence sera créative, elle ne sera plus civilisée. Elle ne sera plus une intelligence pensante, elle sera une intelligence créative. La science sera instantanément affectée. Dans le même domaine, la politique sera affectée. Donc, l'économie sera affectée. Donc, le monde sera affecté. Ceci fait partie de l'évolution du micro-social humain éventuel. Et son inévitabilité est reliée au fait que déjà, cette énergie créative existe, elle est sur le plan matériel. Le temps, la temporalité et la chronologie des événements n'est pas dans les mains de l'homme. La temporalité, la chronologie des événements est dans les mains de forces qui font partie de plans auxquels l'homme conscient d'aujourd'hui a accès ou aura accès dans la mesure où il sera capable de se libérer des voiles de l'âme, c'est-à-dire des voiles qui font partie de l'empire astral sur sa conscience humaine, qui ont été responsables pour l'évolution et qui ont été aussi responsables pour la séparation entre l'homme et la lumière, lui-même en tant qu'être lumière. Donc, lorsque je parle de micro-société ou de micro-social, je ne parle pas de micro-société dans le sens
limitatif du terme, dans le D'une sens... communauté, non. Non. Ce n'est pas une communauté. Non, non. Le microsocial, c'est un processus biomental ou bioéthérico-mental à l'intérieur duquel les forces psychiques de l'homme sont parfaitement développées et en vertu de quelle force il est capable sur le plan matériel, comme sur le plan éthérique, de travailler avec de l'énergie et de donner à cette énergie une vitalité selon les forces de sa volonté afin que la matière soit aussi transmutable, amenable à sa volonté, amenable au contrôle de sa volonté. Donc la présence ou la descente de cette énergie dans l'homme, qui fait partie de l'évolution, créera naturellement au début un système microsocial. Au cours de l'évolution, parce que la prochaine évolution, la prochaine race racine durera 2500 ans. Au cours de l'évolution, ce microsocial s'étendra dans le monde, s'étendra et s'étendra. Et éventuellement, il atteindra un niveau de développement, de perfectionnement, de puissance qui aura des conséquences sur l'évolution de la planète entière. Ensuite, ce sera la fin de cette race racine. Viendra une dernière race. Et cette dernière race, les hommes qui appartiendront à cette dernière race seront totalement capables, à ce point-là, d'immortaliser leur corps matériel. Donc, ils n'auront plus besoin de corps matériel. Ils vivront leur conscience dans le corps éthérique et ils commenceront l'évolution jupitérienne. Donc, ça, c'est le stade de l'ultra-humain de Teilhard de Chardin. C'est ça. C'est l'homme-esprit de la métaphysique. Exactement. Alors, à ce moment-là, l'homme n'aura plus besoin de corps matériel parce que le corps matériel aura servi à attirer l'âme dans la matière jusqu'à ce que cette âme ait totalement transmuté son lien avec la matière. Lorsque l'âme aura totalement transmuté son lien avec la matière, l'âme ne possédera plus de périsprit. Autrement dit, il n'y aura plus autour du noyau de l'âme cette énergie qui est responsable pour la constitution psychologique de l'ego, qui donne à l'homme l'impression égoïque de sa conscience. L'âme sera nucléaire, le contact entre l'énergie du double, qui est l'aspect cosmique de l'homme, sera établi, ce sera la fusion, et l'humanité aura atteint le dernier stage de son évolution. Et ensuite, l'homme, l'humanité, la Terre, les races, telles que nous les concevons, telles que nous les connaissons aujourd'hui, n'existeront plus sur la Terre et ne seront plus nécessaires. Il y aura une autre évolution et l'homme travaillera avec d'autres intelligences, dans d'autres temps. Il ouvrira d'autres corridors du temps parce que il aura la capacité de vivre, de se véhiculer dans un autre transport, dans un autre véhicule qui est plus subtil que le corps matériel, beaucoup plus avantageux que le corps astral, qui est le véhicule de l'âme, parce que il sera le véhicule de l'esprit. Donc aujourd'hui, l'homme vit sur le plan matériel, dans un corps matériel, l'âme en bénéficie, elle évolue. Mais l'homme, à cause de son ignorance et à cause de son lien karmique avec l'âme, est obligé de subir la vie. Donc, il n'est pas capable d'avoir un contact direct avec son esprit, son double, appelez-le comme vous voulez, sa source, ou la partie cosmique de lui-même. Il est obligé constamment de subir la vie. Qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, la vie de l'homme, la vie évolutive de l'homme, c'est une soumission à une programmation planétaire. Et ceci doit un jour cesser. Parce que, éventuellement, l'homme doit prendre le contrôle de sa propre destinée. Il doit prendre le contrôle de la destinée de la Terre, il doit prendre le contrôle de la destinée du royaume, mais dans la mesure où il aura accès à l'éthérique. Donc le microsocial fait partie de la capacité générative de la fusion humaine au cours de l'évolution. Mais il y aura des points dans le temps qui permettront au microsocial de s'occulter. C'est-à-dire que les hommes faisant partie d'un certain niveau de conscience sur le globe seront capables d'être en communication télépathique alors qu'ils sont sur le plan matériel avec des êtres qui sont déjà dans l'éthérique. Et ce courant d'énergie, cette canalisation d'énergie permettra au microsocial de perfectionner sa relation avec la race évolutive, la 5e race évolutive. Et c'est ceci qui permettra aux races présentes sur la Terre de se développer, de se perfectionner à tous les niveaux, l'économie, la politique, la science, le médical, ainsi de suite. Mais cette race racine qui fera partie du microsocial
éventuellement on arrivera à un développement tellement avancé que les hommes passeront facilement du plan matériel au plan éthérique et éventuellement la race racine n'aura plus de pouvoir. C'est-à-dire qu'à un certain moment, elle sera obligée de passer à une autre étape de transformation d'énergie et ce sera la 7e et la finale race de l'humanité. Bon. Vous avez certainement entendu parler il y a cette semaine de ce jeune physicien de l'université McGill qui, pendant son sommeil, a reçu l'information suivante, à savoir les plans de la propulsion d'un ovni. Il en a établi les équations, il a créé un modèle sur son ordinateur et ça fonctionne. Il a été avec ce projet-là à la NASA. La NASA a été intéressée, mais elle voulait avoir tous les plans, toutes les équations tout de suite. Et il lui a voulu établir un marché avec eux. Ils n'ont pas accepté. Il était intransigeant. Fait qu'il est revenu à Montréal. Celui qui a été inquiété par des hommes qui sont venus le visiter dans son appartement, mais qui n'ont rien pu emmener parce qu'il avait tout caché. Cet homme, aujourd'hui, voit sa vie bouleversée. C'est quand même un académicien, c'est une personne qui est diplômée en physique. Et il est en quelque sorte pourchassé à la fois par des instances gouvernementales. Il est à la fois rejeté par le restant du corps scientifique, parce qu'il passe un peu pour quelqu'un d'anormal, et il voit sa vie totalement bouleversée. Les informations qu'il a reçues pendant la nuit sous la forme de rêves, très précises, proviennent-elles de ces plans éthériques ou du plan astral? Est-ce que ça fait partie des informations à caractère scientifique et embryonnaire de la microsociété? Et qu'est-ce qu'il devrait faire avec ça? Ces informations viennent des plans astraux et elles servent à créer dans la conscience de l'individu une ouverture psychique. L'homme, moi je connais beaucoup de scientifiques qui travaillent dans le même arrondissement occulte. Et je regarde ce qui se passe avec eux depuis des années et tous ces êtres sont souffrants. Pourquoi? Parce que ce que l'homme ne réalise pas, c'est qu'aujourd'hui dans le monde, il y a de plus en plus d'individus qui deviennent psychiques, ils deviennent sensitifs. Et à partir du moment où un être humain, dans la condition psychologique d'aujourd'hui, dans la mesure où nous connaissons aujourd'hui les aspects occultes du mental, dans la mesure où l'homme devient occulte, il a l'impression qu'il est en voie de découvrir quelque chose. Et ce qui se passe, c'est que lorsque l'homme devient occulte, à ce niveau-là, il n'est pas en voie de découvrir quelque chose. Il est en voie de découvrir qu'il a quelque chose à apprendre de ce qu'il a découvert. Bien d'accord. Il a une leçon à apprendre. Et sa réputation est en jeu, sa carrière, sa vie. Sa famille peut être en jeu, sa réputation, sa carrière, et ainsi de suite. Et si nous regardons ces individus, bon, prenons un cas, comment elle s'appelle l'actrice américaine? Shirley Temple. C'est une grande dame, Shirley Temple. Shirley Temple? Shirley MacLaine. Ah, MacLaine. Bon, Shirley MacLaine, voilà. Alors, cette personne a vécu des expériences, elle a fait un film, et bon. Et elle fait une recherche spirituelle. Tous les gens qui tombent, qui deviennent subitement, ou à cause de conditions extraordinaires ou ordinaires, qui deviennent occultés dans le mental, doivent vivre une expérience qui peut durer des années, où elles perdent contact avec leur réalité pour prendre contact d'une autre réalité, et ça prendra des années pour qu'ils en arrivent à intégrer les deux réalités. Et tant que l'homme ne pourra pas intégrer les deux réalités, d'abord, si nous parlons du contact entre l'astral et le plan matériel, il a toujours existé.
Il existe aujourd'hui dans des conditions qui sont beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus innovatives, mais aussi beaucoup plus dangereuses. Parce que aujourd'hui, un homme qui reçoit de l'information des autres plans ne connaît pas, et qui ne connaît pas les lois occultes de ces plans, il devient automatiquement initié à ces plans. Il devient, autrement dit, un initié astral. Et quelque part dans le temps, il sera obligé, d'après son expérience, de combattre, de dépasser et de détruire cette illusion. Parce que l'homme ne pourra jamais apporter sur le plan matériel une science cosmique tant qu'il aura de l'ego. Tant qu'il y aura de l'ego, autrement dit de l'égocentricité, autrement dit des voiles, autrement dit des capacités de générer sur une planète matérielle aussi inconsciente que la nôtre des forces que l'homme, en fonction de ses passions, de son inconscience à tous les niveaux, et Dieu sait combien il en a d'inconscience, des forces qui pourraient détruire la planète. Donc, l'homme ne pourra pas, même s'il est psychique, même s'il reçoit de l'information des autres plans, il ne pourra pas utiliser cette énergie de façon créative tant qu'il n'aura pas lui-même totalement compris sa relation avec le plan astral, tant qu'il n'aura pas compris qu'il a à dépasser l'aspect égocentrique de sa découverte, de sa relation ou de sa télépathie. Sinon, il vivra des souffrances, et lui, ce bonhomme que vous parlez en est un, et il y en a des centaines et des centaines et des centaines d'autres. Moi, je connais des scientifiques qui ont approché des gens avec lesquels je travaille, qui sont prêts à nous fournir une invention majeure par mois. Et quand je parle d'invention majeure, je parle d'invention majeure. Et ces gens-là ont souffert pendant des années de travailler, d'intuiter, d'autres de occulter de l'information, et ils n'ont jamais été capables de faire quoi que ce soit avec. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'intelligence des plans. Ils ne vivent que de l'expérience des plans. Et je le dis à tous les gens dans la salle, parce qu'il y a parmi vous des gens qui, éventuellement, deviendront probablement grandement sensibles intérieurement. Et je le dis à tout le monde, même en dehors des frontières de cette province, que l'homme est assujetti à ce que j'appelle le mensonge cosmique. Le mensonge cosmique, c'est une loi cosmique. Et l'homme devra dépasser le mensonge cosmique. Il devra avoir un mental totalement lucide avant de pouvoir travailler avec cette énergie. Et les gens qui, à cause de leur sensibilité, leur expérience d'âme, ainsi de suite, vivent le contact avec l'invisible, je leur suggère, et pourtant ce devrait être le contraire, mais je leur suggère de prendre extrême conscience qu'ils sont déjà en voie d'utilisation. Bon, lorsque quelqu'un vit une expérience de ce genre-là, une expérience troublante, et qu'il part en croisade, en mission, pour faire savoir ce qu'il sait, pour le communiquer, il crée lui-même un trouble dans le public, un certain remous. Autrement dit, c'est comme s'il communiquait l'intoxication psychique dont il a été la victime dans le public. À qui est-ce que ça profite? Ça profite toujours à l'astral. Tout profite à l'astral. Un homme doit être libre. Il ne doit rien faire parce qu'il est poussé à le faire. Et ce qui se passe avec les gens qui sont occultés dans le mental, dans l'esprit, cette force, elle est tellement grande qu'ils sont poussés à. Et dans la mesure où un homme est poussé à faire quelque chose, il est astralisé. Et je le dis d'une façon absolue, il n'y a pas de condition quand vous tombez dans la lecture de la relation entre l'homme et les plans. Dans la mesure où l'homme est poussé par une force intérieure à dévoiler des choses qui sont occultes, à amener dans le monde des inventions qui sont occultes, cet homme-là subit une initiation. Dans les années à venir, après avoir énormément souffert, après avoir été écœuré, après avoir pris les papiers, les avoir brûlés,
après avoir détruit la machine électronique qui gardait cette information, lorsqu'il sera totalement libre, qu'il ne voudra plus rien savoir de ceci, c'est là que viendra le temps pour que ça vienne. C'est ce que Nostradamus a fait. Avec ses grilles de codification, etc. Toute l'information qu'il recevait un jour, il a tout pris, il a tout mis au feu. Pour pouvoir mener une vie de médecin. Maintenant, je regarde ce genre de personnes qui reçoivent cette information-là, cette intoxication psychique, elle est faite sur mesure. Si on regarde Charlie, je sais plus qui, là, Tout est fait sur mesure. Ça vient dans une artiste qui a la sensibilité d'amener l'information dans du roman. Là, c'est de l'information sur mesure qui tombe pas n'importe où, mais dans le cerveau, la tête d'un physicien qui, lui, est capable de comprendre des équations physiques très avancées. Ça tombe pas sur moi. Moi, j'aurais pris ça et puis à la poubelle. Je peux rien en faire. Donc, il y a vraiment une visée. Il y a un plan d'établi. C'est pas au hasard que ça se fait. Mais moi, je regarde l'aspect de communication de cet émoi qui est créé dans le public lorsqu'une personne comme ça vient à la télévision sur le broadcasting annoncer ces choses-là. Elle crée quelque chose. Est-ce qu'elle ne fait pas en sorte qu'elle libère une énergie, une tension, peut-être, ou qu'elle crée une angoisse dont vont se nourrir ces plans astraux? Est-ce que ce n'est pas ça le but, en fait? Ces personnes-là ne servent-elles pas de vecteurs? Ces personnes-là sont les victimes. Tous les gens, et je parle, avec la mesure où nous en sommes rendus aujourd'hui, avec ce que nous savons de l'occulte, parce que l'occulte n'a pas été démystifié. On commence. Tous les gens, dans mon expérience personnelle que j'ai rencontrée dans le monde, vivent des illusions en ce qui concerne leur contact avec l'occulte. Certaines de ces personnes-là vivent le contact avec l'occulte à un niveau tellement avancé qu'ils ne peuvent même pas voir l'illusion. Et ça, c'est dangereux. Parce que, à partir du moment où les centres psychiques de l'homme s'ouvrent, il est obligé de se protéger contre l'astralisation de ces centres-là. Vous ne pouvez pas passer de la matière à la conscience occulte sans passer par l'astral. Vous ne pouvez pas, c'est impossible parce que ce sont des plans, c'est le plan entre la lumière et l'homme, il y a l'astral. Entre la lumière et l'homme, il y a la mort. Les hommes pensent que les hommes qui meurent, ils meurent, c'est fini, c'est de la petite fumée. C'est pas le cas. Ça continue à travailler de l'autre côté. Donc, entre l'homme et sa lumière, sa source, son origine, sa nature cosmique, il y a le grand voile astral. Et c'est là qu'aujourd'hui, parce que nous entrons dans un nouveau cycle, il y a une lutte énorme qui se fait sur les plans occultes entre les forces de l'âme et les forces de l'esprit. Et l'homme vivra ceci. C'est dans la matière que ça va être vécu. Tous les hommes. Tous les hommes. Quand je disais il y a des années, on verra de plus en plus de personnes marcher dans la rue et se parler tout seuls. Je disais ça en 1975. De plus en plus, nous verrons de personnes dans la rue se parler seuls. Ils parlent avec quoi? Ils parlent avec une entité. Nous sommes des académiciens, nous disons, ah, mais il hallucine, ou le type, il est malade. Effectivement, il est malade. Mais il est en communication avec des entités. Et l'homme, puisque cette science de l'occulte, nous commençons à l'avoir, nous commençons à la réaliser, beaucoup de personnes vont souffrir de ceci. Le 21e siècle, c'est le siècle de la clairvoyance, c'est le siècle du psychisme, c'est le siècle les Russes ont ouvert à Moscou un institut de recherche sur les ovnis. Alors, quand les Russes ouvrent un institut de recherche sur les ovnis, c'est parce qu'il y a quelque chose de sérieux. Ce ne sont pas des gens qui dépensent de l'argent pour rien. Donc, nous entrons au 21e siècle dans une grande période de psychisme. Mais il y aura énormément d'aberrations. Parce que l'astral s'ouvre, les plans s'ouvrent à l'homme, et l'homme ne connaît pas les lois, c'est neuf, et l'homme va avoir l'impression que ce qui se passe, c'est ça, et ce qui se passe, ce n'est pas ça. C'est pour ça que
dans le livre que j'écris présentement, que j'appelle La Genèse du réel, j'explique l'astral. J'en suis fatigant de l'expliquer, l'astral. Pour que l'homme sensible, j'écris ce livre-là pour les gens sensibles, je n'écris pas ça pour les intellectuels. Donc, pour les gens sensibles il y en a des gens dans le monde qui ont de la communication avec les plantes, qui vivent la communication avec les plantes, qui ont des guides spirituels, depuis des années. Pour que ces gens en arrivent éventuellement à réaliser que les morts utilisent et utiliseront l'homme jusqu'à la dernière goutte de son esprit. Lorsque nous parlons de l'involution, et je sépare l'histoire de l'humanité entre l'involution et l'évolution, lorsque nous parlons de l'involution, nous parlons du pouvoir de l'âme sur la conscience de l'homme. L'homme n'a pas le pouvoir, la conscience de son intelligence. Il vit constamment, il est constamment en soumission à des événements dans la vie, des situations dans la vie. L'homme n'est aucunement en contrôle de sa destinée et il faut qu'il en arrive un jour à être en contrôle de sa destinée. Et quel est le prix de la victimisation de son être? Ce sont ses émotions. Moi, quand j'ai des gens dans mes séminaires qui viennent me dire qu'ils se disent dans leur tête, ou ils se font dire dans leur tête, selon les cas, qu'ils sont des niaiseux. Ils sont des paresseux. Ils sont des pas bons. Ou qu'ils se font dire, regarde lui est intelligent, toi tu es niaiseux. Vous vous imaginez, quand vous vous faites dire ceci pendant des années et des années, que vous n'avez pas de conscience du réel ou que vous n'avez pas accès à la genèse du réel, vous vous imaginez qu'éventuellement vous le croyez. Donc vous perdez tous vos moyens. Et ensuite, ce qui me fâche le plus, c'est que ce ne sont pas les hommes en sciences, ce ne sont pas les grands politiciens, ce ne sont pas les grands technocrates qui s'occupent de l'occulte. Ce sont ces âmes qui se cherchent sensibles. Ce sont les pauvres de la terre qui s'occupent de l'occulte. Pourquoi? Parce que les pauvres de la terre ont été tellement enlevés de leur richesse naturelle. Ils ont tellement souffert qu'ils vont chercher dans l'occulte une soupape. Et c'est là que le grand danger entre, s'ils ne savent pas comment traiter avec l'occulte. On ne traite pas avec l'occulte. On ne joue pas à l'occulte. On ne joue pas avec son propre esprit. Il faut connaître les lois de l'intelligence, du mental, de la pensée. Il faut connaître les lois psychologiques de l'ego. Il faut connaître les lois de l'âme si on entre dans l'occulte. Sinon, on est forcé de vivre une initiation, et c'est pourquoi la plupart des hommes dans le monde qui ont contact avec l'occulte, avec les dimensions parallèles, qui ne sont pas prêts parce que la science n'est pas réellement intégrée, le mental n'est pas parfaitement lucide, ces gens-là ne sont pas capables de faire marcher l'industrie, de faire marcher le labo, de faire marcher l'université. Ils finissent souvent des loques humaines. Ils finissent souvent des temples d'évangélisation, des temples de spiritualité, des gens qui sont absolument incapables de vivre de grandes et profondes racines dans le sol et avoir la tête très haut. Et c'est malheureux, parce que ces gens-là, s'ils étaient dans le labo, s'ils étaient dans l'université, s'ils étaient dans des postes de commande, dans la politique, avec un esprit parfaitement équilibré, qui pourrait faire la synthèse du réel et de l'invisible, il pourrait amener dans le monde des choses absolument extraordinaires. C'est ça l'évolution. Lorsque je parle de l'évolution, je parle du temps où l'homme, ayant dépassé les voiles astraux qui sont absolument extraordinaires, sera capable de rentrer dans l'université, sera capable de rentrer dans le bureau, dans le labo, dans le monde de l'homme, et de faire marcher la grande machine de la civilisation. Ces hommes seront voyants, ils sont parfaitement voyants. Ils seront capables de créer un système aujourd'hui, de connaître les conséquences de ce système sur l'écologie dans 2, 3, 4, 500 ans. Pourquoi? Parce qu'ils seront en contact avec leur esprit. Ils ne seront pas assujettis aux lois karmiques de l'âme. Je haïs l'occulte. Je déteste l'occulte et je fais tout et je ferai tout dans ma vie pour expliquer l'occulte
et pour détruire les fondations ésotériques évolutives qui ont fait de leur culte quelque chose d'intéressant pour l'homme qui n'est pas capable lui-même de se payer son loyer, travailler dans l'industrie, respecter ses patrons et respecter ce que les hommes évolutifs ont créé. C'est une forme d'évasion. Et pourtant, si une personne dans le monde est occulte, c'est moi. Je peux l'apprécier, l'occulte. Mais l'occulte, dans ma vie, c'est moi qui le contrôle. Ce n'est pas lui qui me contrôle. Et les hommes devront apprendre des hommes qui ont passé l'initiation solaire. Les hommes qui ont dépassé les illusions psychologiques de l'ego, les besoins de l'âme, les frémissements de l'âme. Il y aura des hommes qui parleront, qui expliqueront, et ce qu'ils diront sera universel, qu'ils viennent de la France, de l'Allemagne, de l'Italie ou de la Russie. Ce sera la même chose. Il n'y aura plus de philosophie ésotérique. Il y aura simplement une science objective du mental créatif, que vous soyez de n'importe quelle race, de n'importe quelle nation. La mort, c'est telle chose, l'âme, c'est telle chose, l'esprit, c'est telle chose. Les lois des événements, c'est telle chose. Le temps, c'est telle chose. Les extraterrestres, c'est telle chose. Les ordres extraterrestres, c'est telle chose. L'évolution des nations, le droit d'aimer des nations, l'empire humain, ainsi de suite. Ce sera universel. Donc, il n'y aura plus de questions, il n'y aura plus de partage. Pourquoi? Parce que l'astral ne colorera plus la conscience humaine. Il n'y a rien, pour le moment en tout cas, dans le temps où nous vivons, nous passons à travers la période psychique la plus difficile que l'homme n'a jamais connue. Pourquoi? Parce que nous sommes bombardés de plus en plus par l'astral et plus l'homme va devenir conscient. Plus la conscience supramentale sera intégrée sur le globe, plus la puissance de la lumière viendra s'installer dans l'homme sur le plan matériel, plus la lutte sera grande et plus le danger de la maladie mentale grandira. Ça, c'est inévitable. Parce que les morts doivent apprendre que c'est dans la fusion, dans la matière en fusion, qu'ils connaîtront l'immortalité. Ce n'est pas à partir de leur clan. Un mort, qu'il soit yogi, qu'il soit quoi que ce soit, à partir du moment où vous êtes mort, vous n'avez pas accès à votre réalité. Vous avez simplement accès à la lumière de l'astral, lumière qui les attire, qui les attire, et qui les attire, qui les attire quand ils sortent du corps matériel, qui les attire sur les plans quand ils sont déjà au-delà de la matière. Et les morts apprendront à partir de l'homme en fusion sur la terre ce qu'est l'illusion de la mort. Ce ne sont pas les hommes de la mort qui expliqueront à l'homme de la terre la réalité de la vie. C'est l'homme de la terre en conscience, en fusion, qui expliquera aux morts ce qu'est l'illusion de la mort. Et lorsque les morts auront compris l'illusion de la mort, les âmes reviendront sur la terre. Ils s'incarneront. Ils en arriveront à la fusion et éventuellement la planète entière sera libérée de ce fléau qu'on appelle la mortalité, qui fait partie de l'évolution. Les hommes seront immortels et les hommes auront une continuité, une permanence de conscience lorsqu'ils auront cessé et qu'ils ne voudront plus vivre sur le plan matériel parce qu'ils auront d'autres choses plus grandes, plus importantes à faire. Ils atomiseront leur corps matériel comme font les intelligences qui évoluent dans d'autres systèmes parallèles. Cette semaine aussi, tout de suite après la mort de René Lévesque et celle de Yolande Guérard, est mort au Québec le dernier des grands alchimistes sur le territoire nord-américain, et peut-être même de toute l'Amérique. C'était un Québécois, 85 ans. Et il a demandé dans ses volontés testamentaires que son corps soit conservé dans la glace cryogénisée pendant 40 jours. Pourquoi, à votre avis? Parce que ça fait partie de ces illusions astrales. Alex était un grand homme. Mais l'homme, il ne s'agit pas pour l'homme d'être grand. Il s'agit pour l'homme demain, au cours de l'évolution, de savoir, de connaître la différence entre l'expérience de l'âme et l'expérience de l'esprit. L'âme, c'est la totalisation des expériences humaines incarnationnelles. Donc, l'homme l'homme ou l'âme qui s'incarne, apporte avec elle du matériel très vaste. L'homme nouveau, l'homme intégral, prendra ce matériel très vaste et le détruira
l'annihilera. Pour une raison. Parce que l'homme nouveau ne vivra plus de mémoire. La mémoire, la fonction de la mémoire, sur le plan mental, c'est de permettre à l'âme d'évoluer. Alors que la fonction de l'intelligence, sur le plan supramental, c'est de permettre à l'esprit d'engendrer dans l'homme sa présence sur un plan quelconque. C'est ça l'évolution. Aurobindo l'a bien connu, l'a bien compris, l'a bien réalisé. Est-ce que la réalisation d'un empire humain est reliée à un contact extraterrestre? Non. Non. Surtout non. Non, parce qu'en ce moment... Je vais vous dire une chose concernant les extraterrestres. Je déteste ce mot. Merde. Mais Je vais vous dire une chose concernant les intelligences qui viennent d'autres parties de l'univers local. en ce moment, tout le monde les voit en sommeil ou les yeux grands ouverts pénétrer le lac Hertel au sommet du mont Saint-Hilaire. La nuit, les gens sont attirés en dessous du lac, ils voient des bases d'ovnis, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est de la propagande cosmique ou tu as un fondement de réalité? Pourquoi le mont Saint-Hilaire? Je veux bien croire que mon confrère et collègue intervieweur habite la région, mais je ne pense pas qu'il soit capable d'influencer à ce point-là le psychisme du monde. Écoutez, regardez le phénomène ovni, regardez le phénomène de l'apparition Medjugorje, Bon. en Yougoslavie. en Yougoslavie. Maintenant, c'est un peu dans tous les pays satellites de l'URSS que ça se passe. Ah oui. Les vierges apparaissent dans les églises, sur les vitraux, dans les champs, partout. Il va apparaître partout. Bon. Ah. Nous, l'homme ne sait pas qu'est-ce que c'est l'astral. L'homme ne réalise pas qu'il a un corps physique, qu'il a un corps éthérique, qu'il a un corps astral, qu'il a un corps mental. L'homme ne réalise pas qu'il a différentes enveloppes pour véhiculer sa conscience. Il a l'impression qu'il a simplement un corps physique. L'homme ne réalise pas qu'il peut être attiré, que son corps astral peut être sorti de son corps matériel, et qu'il peut voir la salle, qu'il peut fonctionner, qu'il peut se promener, Il peut aller dans un ovni, et qu'il peut aller sous le lac Hertel, qui sous le lac dans le centre de la Terre dans le creuse. centre de la Terre creuse. L'homme ne réalise pas que sa conscience intégrale demande qu'il ait le contrôle sur ses véhicules, sur ses principes. Si l'homme n'a pas contrôle sur ses véhicules, sur ses principes, comment voulez-vous qu'il puisse être à l'abri de la manipulation énergétique de ses corps subtils à partir des plans parallèles? Je comprends les gens qui partent des églises ou qui partent des communions, qui partent des mouvements quelconques face à leur expérience. Je les comprends, ils sont sincères. Et on ne peut pas les blâmer d'aberration parce qu'ils sont sincères. Mais il y a une aberration de fond. Et cette aberration de fond, elle fait partie du fait que l'homme n'est pas lucide. Il est naïf. Et le plus grand danger de l'homme au 21e siècle, ce sera la naïveté. Il va falloir qu'il se fasse prendre les culottes à terre. Tous les hommes se feront prendre des culottes à terre. On ne peut pas en arriver à savoir, à comprendre quelque chose tant qu'on n'a pas vécu des culottes à terre. Le phénomène de la culotte à terre, c'est l'évolution de l'homme. Il faut que l'homme vive les culottes à terre. Regardez l'expérience, à quelque niveau que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le job, il faut qu'on vive la culotte à terre, quelque part dans notre vie, pour avancer un petit peu. Imaginez-vous, lorsqu'il s'agit pour l'homme de comprendre ce qui a été voilé à l'humanité pendant des millénaires, de comprendre ce qui fait partie de la conversion de son mental à un autre niveau vibratoire, de comprendre ce qui fait partie de la fusion de son esprit avec le corps, ce qui est au-delà de l'âme, au-delà de la mémoire de l'humanité. Il faut qu'il perde ses culottes. Donc, vous avez ces bonhommes dans le monde qui vivent des expériences, ce type dans le labo à McGill, qui se fait communiquer de l'information et qui part voir la NASA avec. C'est plein de personnes qui ont de l'information sur les ovnis. C'est plein.
plus nous avançons dans le temps, plus l'homme deviendra connecté, plus l'homme sera contacté, plus l'homme sera psychique, plus l'homme sera sensible, plus l'homme aura les culottes à terre. Plus l'homme sera obligé d'apprendre à voir à travers l'illusion de sa propre programmation. Je ne blâme pas les scientifiques, les hommes d'un certain âge, autrement dit d'un âge ancien. Je ne blâme pas les académiciens, les technocrates, les politiciens. Je ne blâme pas ceux qui sont rationnels, cartésiens, lorsqu'ils font face à... Parce qu'au niveau de leur expérience et au niveau de l'histoire de l'humanité, ils voient et ils savent que ces hommes qui ont vécu en contact avec des plans parallèles, ont toujours fini par des expériences négatives. La science d'aujourd'hui qui a beaucoup de failles, parce que l'homme est inconscient, parce qu'il y a beaucoup de passion, la science a donné plus à l'homme que toutes les religions. La science, dans quelques années, elle a donné à l'homme la capacité de se vêtir, de manger, de voyager. La science a fait des choses extraordinaires. Ce n'est pas la science qui est le problème, c'est la conscience de l'homme en relation avec la science. Ce n'est pas la politique qui est le problème, c'est la conscience non politique de l'homme dans la politique qui est le problème. Ce ne sont pas les choses que l'homme au cours de l'évolution a développées pour perfectionner son rendement humain qui est le problème. Et ensuite, nous, les supposés occultes, les supposés ésotéristes, les supposés voyants, nous vivons l'illusion que nous allons arriver dans le monde de la science, de la politique, de l'économie, avec nos petites fredonneries, avec nos petites idées, nos petites théories, que nous allons changer le monde. Ça, c'est l'occulte, de l'astral. Si vous me demandez quelle est la mesure de la conscience supramentale sur la Terre dans un homme, je vous dirai ceci. Un homme qui a une conscience supramentale intégrée, autrement dit, un homme qui a passé à travers l'astral, qui a intégré l'énergie de sa fusion, est absolument non intéressé à ce qui est occulte. Il veut faire descendre dans la matière l'énergie et travailler avec elle. Qu'il soit conscient occultement, c'est normal. Qu'il soit voyant, c'est normal. Qu'il ait accès à d'autres plans, c'est normal. Mais tant qu'il est sur le plan matériel, il est intéressé à la vie sur le plan matériel. Quelle forme est-ce que ça peut prendre de faire descendre l'énergie dans la matière? Quelle forme, par exemple? Quelle application? Ça dépend ce que vous voulez faire. Si l'homme, par exemple, veut transmuter la conscience atomique, donner à l'atome un autre taux vibratoire, il peut le faire à partir du plan éthérique. Il est dans la matière, mais il est dans l'éther en même temps, donc il est capable de donner à l'atome un autre son pour que l'atome puisse s'identifier à sa volonté, et il peut utiliser à ce moment-là l'énergie de son plexus solaire pour donner à l'atome une conscience qui est en évolution avec les besoins d'humanité. Un homme, par exemple, c'est ce que font les étrangers sur d'autres planètes, lorsqu'ils ont besoin d'un certain métal, lorsqu'ils ont besoin d'un métal qui est absolument lourd, c'est-à-dire qui n'est pas régi par les lois de la gravité universelle, mais qui est régi par les lois de la gravité purement mentale, ils sont capables de créer un métal qui est absolument lourd, c'est-à-dire un métal qui obéit à leur volonté et qui est capable de se manifester, de se diffuser et de créer autour de lui-même un centre ou un champ d'énergie magnétique totalement plein, parfait. C'est ce qui permet aux ovnis de venir ici, de faire des virages à gauche, des virages à droite, de passer d'une dimension à une autre. Pourquoi? Parce qu'ils ont des métaux absolument lourds. La science saura qu'est-ce que c'est demain un métal absolument lourd. Un métal absolument lourd, c'est un métal qui obéit aux lois du mental de l'homme ou de ses races. C'est ça, un métal absolument lourd. C'est un métal qui est capable d'absorber la vibration de l'esprit pour partager avec elle les besoins évolutifs de sa propre conscience, qui, dans ce cas, fait partie des technologies matérielles dont vous appelez les soucoupes volantes ou les transports séraphiques. Mais l'homme est un être, l'homme est esprit, mais il est partagé entre son esprit et son âme, et pendant l'évolution, il a subi plus l'âme que l'esprit, donc il n'a aucune autodétermination. Son libre arbitre fait partie de l'isolation psychique de son moi. Il n'est pas libre, l'homme n'est pas libre. Son libre arbitre, le libre arbitre de l'homme, c'est simplement une convention psychologique qu'il se donne à partir de son intuition interne. Mais l'homme n'est pas libre.
Lorsque l'homme sera libre, il n'aura plus besoin du libre arbitre. Il sera libre. Ceci fait partie de l'évolution. Mais pour que l'homme devienne libre, il faut qu'il connaisse les lois du libre arbitre. Il faut qu'il connaisse les lois de la pensée. Qu'est-ce que c'est de la pensée? C'est pas simplement un phénomène physico-chimique. Il y a une réalité derrière ceci. Il y a une genèse. Il faut que l'homme sache qu'est-ce que c'est la pensée, d'où ça vient la pensée, comment ça se manifeste la pensée, pourquoi, ainsi de suite, pour qu'il arrive à la source de sa pensée, qui est lui-même. À ce moment-là, l'homme commandera la matière. Donc, il aura une science et il créera sur la Terre une nouvelle civilisation. Ce sera la seconde fondation de l'homme. Qu'est-ce que c'est pour vous une guerre? Une guerre, c'est le produit de la lutte entre un niveau d'énergie et un autre. Sur le plan matériel, vous avez deux niveaux d'énergie, la Russie, les Américains. Une guerre, c'est la lutte entre deux niveaux d'énergie différents. Le niveau d'énergie de l'Amérique et le niveau d'énergie de la Russie se crée naturellement une guerre. Parce que cette énergie polarise tous les moyens qu'ils ont à leur disposition. Sur les autres plans, c'est la même chose. Une guerre, c'est plus évident, si vous voulez, sur les autres plans, parce que vous travaillez avec des plans. Un plan ici et un plan là, ils sont toujours en guerre. Mais avec cette différence que les plans les plus élevés dominent les plans inférieurs. Autrement dit, la guerre dans l'occulte, elle est toujours verticale. Tandis que la guerre sur le plan matériel, elle est horizontale. Mais la guerre sur le plan matériel, elle est le produit de l'action occulte à travers l'homme. Astrale à travers l'homme. Bon, maintenant, comment expliquez-vous, ou en rapport avec ce phénomène d'énergie, comment expliquez-vous qu'on en arrive à programmer les gens à la guerre? Je reviens. Okay. Je fais simplement une petite mise au point, puisque nous parlions de la politique québécoise il y a un moment. Oui. Regardez la période où il y a eu, si vous voulez, la guerre des nerfs, ou la guerre idéologique, ou la guerre intellectuelle, entre PQ, Lévesque et Ottawa. C'est un différent niveau d'énergie. Le fédéral représente une énergie, le provincial représente une autre énergie, et ça crée la guerre. C'est la même chose entre les nations. C'est la même chose sur les plans. C'est impossible. Si votre niveau d'énergie et le mien sont identiques, il ne peut pas y avoir de guerre. Mais si votre niveau d'énergie est alimenté par, disons que prenons le mien. Supposons que mon niveau d'énergie est alimenté par la domination. Okay? Et que le vote est alimenté par le besoin d'indépendance. Ce sera la guerre entre vous et nous. Mm-hmm. Donc, chaque plan d'énergie, chaque niveau d'énergie qui n'est pas universalisé à un autre crée une différenciation qui crée la guerre. Donc, la guerre, ça fait partie de la vie humaine. La guerre, ça fait partie. La guerre, elle est beaucoup plus subtile que la simple manifestation des armements. La guerre, elle existe à tous les niveaux. Et vous savez qu'est-ce que c'est la plus grande guerre sur la Terre? Que tout le monde dans la salle connaît? C'est la guerre des égaux. Constamment. Et la guerre des égaux, elle se manifeste non pas simplement dans un territoire guerrier, mais elle se manifeste même dans un territoire où on est sensiblement supposé de vivre une grande alliance, l'amour, le couple. Il y a combien de guerres d'égaux dans un couple? Combien d'hommes tapent sur leurs femmes psychologiquement? Combien de femmes graffinent leur homme psychologiquement? La guerre des égaux, elle existe toujours, toujours. Pourquoi? Parce que vous avez différents niveaux d'énergie. Et lorsque l'homme sera conscient qu'il aura intégré son énergie, à ce moment-là, il aura le contrôle sur son énergie. Donc, ayant le contrôle sur son énergie, elle ne pourra pas flotter ou vivre des hauts et des bas. Elle sera stable. Donc, à ce moment-là, l'homme ne vivra plus la guerre. À partir de quel moment on peut entrevoir la fin de ces états guerriers-là? De la 6e race? De son début? Vous parlez de la guerre à l'échelle des gouvernements, des races, et ainsi de suite. Il n'y aura plus de guerre au 21e siècle. Ça sera fini. Mais il y en aura une drôle avant. Mais une qui va résumer toutes les autres. Ce que ça va demander comme présence sur la Terre, d'une force créative pour neutraliser ceci, c'est là que nous tombons dans l'occulte du 21e siècle. Et c'est là que je veux vous parler. Comment est-ce qu'on peut réussir à neutraliser l'utilisation des ondes de basse fréquence, des champs électromagnétiques? Je regarde la politique de la Russie, puisque nous sommes
Ici, on peut parler un peu de ça. Je regarde la politique de la Russie dernièrement, le mouvement Gorbatchev, qui est son glasnost, c'est très bien. Bon. Mais nous sommes des naïfs, les hommes. Gorbatchev et sa politique, elle est intéressante, elle est bonne, elle est ouverte, on s'ouvre. On va même permettre de passer le film de Boris Pasternak, je le lisais dans un journal italien dernièrement. Pasternak, il va passer là en Russie bientôt. Dr. Chivago. Bon. Big deal. Mais pendant que les Russes sont en train de nettoyer ici, d'être gentils, de faire des cocktails et d'amener des modes à New York, ils sont en train, dans les labos, de dépasser les Américains dans la course dans l'espace. Donc, ils ne peuvent pas vivre leur dialectique matérialiste sur deux plans à la fois. Ils ne peuvent pas conquérir l'espace et conquérir le commerce, ainsi de suite. Donc, ils ouvrent, ça va se balancer, on va dire, ah, c'est formidable la Russie, et les peuples naïfs, les peuples pauvres vont être les premiers à dire, ah, formidable. Et c'est vrai que c'est formidable, mais ça va plus loin que ça. Parce que la Russie et les États-Unis sont en opposition cosmique. Ils sont en opposition parce que ça fait partie de la programmation des événements de la Terre. Et ça prendra une autre force pour les amener finalement à se joindre ensemble. Et cette force, elle n'est pas sur le globe aujourd'hui. Cette force ne fait pas partie des gouvernements, elle ne fait pas partie de la conscience de la Terre. Cette force est sur un autre plan. Et c'est cette force qui amènera ces deux grands peuples à finalement travailler ensemble, réellement. Non pas à essayer, par des trucs de relations publiques, être gentil, Nabokov il s'en vient, on fait sortir les Juifs, on les envoie en Israël, on devient clean. Gorbatchev qui fait la seconde dénonciation du stalinisme, ainsi de suite, pour apprivoiser les petits occidentaux, les grands naïfs américains, ainsi de suite. Ce ne sont pas les politiciens qui ont le pouvoir de désengager l'astralisation de la conscience de leur nation. Ce sont des forces occultes, cosmiques, qui font partie de la régence planétaire. Donc, de temps à autre, vous avez un journaliste qui peut avoir le nez long, qui peut avoir le nez un peu sensible, qui va dire, ah ben, oui, c'est très bien ce qu'il fait Gorbatchev, mais ils sont en train de prendre le contrôle de l'espace, d'envoyer des satellites sur Mars, Phobos, pour établir éventuellement. Les hommes ne voient pas, les hommes sont naïfs. Aucun pays, aucune nation ne peut, par elle-même, donner à une autre le pouvoir qu'elle a sur elle, à moins qu'on le lui arrache. Citez-moi une nation qui a donné à l'autre nation le pouvoir sans que cette nation ne lui arrache. Il n'y en a pas. Ce n'est pas parce que ça va contre les lois de l'astral. Lorsque l'homme sera dans la conscience, l'homme nouveau, qui vivra d'un pouvoir qui ne fait pas partie de l'ego, qui fait partie de la descente de la lumière à travers l'homme. Le pouvoir, il sera une généralisation de sa conscience. C'est pour ça que la sixième race racine sera une race extrêmement généreuse. Entre-temps, il faudrait que l'humanité puisse identifier un ennemi commun, peut-être l'astral. Oui, mais ceci ne se fera jamais à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. Ceci se fera à l'échelle de l'homme, individuellement. C'est pour ça que la conscience supramentale ne sera jamais partagée par les hommes sur la base d'une conscience raciale ou sur la base d'une conscience collective. La conscience supramentale, c'est le lien entre l'homme en tant qu'individu et sa propre source lui-même. C'est pour ça que le seul maître que l'homme sur la terre peut avoir, c'est lui-même. L'homme ne peut même pas avoir des entités dans le monde de l'astral qui lui souffrent de l'information parce que les morts sont les plus grands menteurs. Merci infiniment.